Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Oh, est-ce qu'on est bien là? Là, les gens, non, on est live, Newton. We are live. We are live. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du podcast du CanFC Couscous Piri-Piri, l'édition la plus multiethnique, la plus socceristique de la planète foot. Sofiane avec vous, en direct sur Periscope, et ceux qui nous écoutent comme d'habitude sur nos podcasts, c'est bienvenue au Cannes Football Club Plus, la seule plateforme soccer podcast au Québec, au Canada, je pense. Disons qu'on se met dans le top 5 du Canada, s'il en existe 4 autres, donc au moins on se garde un peu de lousse. Moi, c'est Sofiane et avec moi, comme d'habitude, Nilton Georges. Salut Nilton. Oh là, toi, c'est sur un nuage, là, c'est ta semaine. Hein? Là, tu vois, on a fait un live pour Stan. Boum. Oui. 5 minutes après 2 buts. Et voilà. Ah, mais mais vous comprenez, c'est d'abord les 3 points et puis voilà. Si jamais on voit l'Impact de Montréal se loguer sur le Periscope, on va leur dire le message. On est disponible. Pour des sessions de psychologie sportive. Exactement. On peut donner 5 minutes contre une bouteille d'eau. 10 minutes contre une bière. On provoque des buts, là. On est là pour ça. Donc, merci d'être avec nous en direct sur Periscope. Bienvenue à tous nos abonnés en ce moment et les nouveaux qui arrivent à la plateforme podcast Cannes Football Club Plus. Donc, vous pouvez les trouver sur soundcloud.com/Cannes Football Club et dans toutes les plateformes de podcast que vous utilisez, mobile ou desktop. Les mots-clés sont Cannes Football Club Plus. Un grand merci à la Force du Malte pour être sponsor du CCPP et du CanFC. Belle casquette et courtoisie de Guy de la Force du Malte. Et j'ai hâte de tester aussi sa panoplie de bières qu'il nous a offert. Donc, merci encore une fois, Guy. Et bien sûr, un grand merci à tous nos patrons, à tous nos Patreons qui nous supportent via patreon.com/Cannes Football Club. Merci encore d'être avec nous et tous ceux qui nous interagissent avec nous sur Twitter, que ce soit mon compte à moi ou celui de Nilton ou mon bot et aussi le compte du Cannes Football Club @Cannes Foot Club sur Twitter et sur les autres plateformes Facebook, Instagram, Cannes Football Club. Merci de me suivre, Nilton. Es-tu le seul qui l'utilise, ce bot-là? Bah, je pense. Dans la hashtag NFC, je présume que oui. Donc, c'est ceux qui suivent, qui sont nouveaux pour l'histoire du bot. J'ai activé un message automatisé qui remercie tous mes nouveaux followers, les nouveaux ceux qui m'ont jamais suivi ever, disons, qui m'ont jamais suivi de leur vie sur Twitter. Ça envoie un message automatisé disant merci telle personne @username de me suivre. Et voilà. Et ça a déchaîné. Et les anciens, ils reçoivent rien. Non, mais c'est comme votre fournisseur de cellulaire. Rogers vous aime bien, mais vous payez, mais tant que vous n'avez pas de nouveaux clients, vous n'avez pas des rabais énormes comme un nouveau qui arrive. C'est comme les Québécois dans l'équipe de l'Impact de Montréal. On vous aime bien, on vous paye moins. Et voilà. En fait, non, c'est l'inverse, Newton. Les nouveaux, ils reçoivent mieux que les anciens, c'est pas bon, ça. Donc voilà, merci encore d'être là. Et puis, n'oubliez pas d'écouter tous les podcasts sur la ligne avec Monsieur Foot de Foot, Lopo Avendano en mode Coupe du Monde, le Daily World Coupe du Monde avec Étienne Boutillier, le mensuel Sports Borac Rock'n'Roll et tous les autres podcasts. Évidemment, le Blaugrana podcast avec Mike Miller et Alec Avendano. C'est incroyable, j'ai trop de nouvelles de Barça, là. Barça, quel club magique. Donc, merci encore d'être là sur Periscope. Salut sur les podcasts. Merci de nous écouter avec ces beaux microphones. Courtoisie de Jam Industries. Merci. Donc, on peut commencer l'émission Nilton maintenant. Parce que là, on est pendant qu'on est live comme ça, on peut poser des questions. Si vous baissez les yeux, c'est pas parce que j'écoute une autre émission en même temps, c'est parce que je regarde vos questions. Donc, n'hésitez pas. Moi, je regarde Netflix. Je regarde Pretty Little Liars. OK. Pas mal comme show, Pretty Little Liars. Je vous le recommande. Donc voilà, on commence tout de suite. C'est votre après-match Impact de Montréal. Donc, personne ne le fait. Donc, on a essayé de le faire il y a 1 an et demi. Et ça marche très bien. Donc, on continue, Nilton. À force. Un peu comme Ken Krolicki par défaut. On est là. On est les Ken Krolicki de l'après-match. On n'a pas le choix. Donc, on vit avec.
On vit avec. Au début, on était là par pas de choix, puis ensuite, on dit tellement bon qu'on reste là. Donc, l'Impact a battu le Rapids de Colorado 2-1 au Stade Saputo, un doublé de Safir Taider. Safir et Dominique Badji à la 70e, qui a commencé une remontada qui ne s'est pas complétée. L'Impact est en ce moment 6e et dans les séries avec 24 points, juste devant le Fire de Chicago 23 points et Philadelphie 21 points. L'Impact est à 4 points de New England, est à 6 points de Columbus et pour vous donner une idée, est à 16 points de Atlanta United qui est premier dans une autre ligue. Qui est premier avec 40 points. Qui est en première division. Ouais, ils sont déjà en Europa League. Automatique. Donc voilà, l'Impact, une grosse victoire. On va rappeler l'alignement partant avant de rentrer dans les évaluations et bien sûr dans les questions du public. Du côté de Colorado, un 3-4-3 ambitieux. Howard dans les buts, Smith, Sjorgeberg, Ford, Wynn, Wilson, Price et Blomberg dans le milieu à 4, Nicholson, Mason juste derrière Bolly. Du côté de l'Impact, le 4-3 fétiche de Rémi Garde avec Bush dans les buts, Duval, Fanny, Raitala, Lovitz, Camacho était blessé, Krolicki, Piet, Taider, et enfin Silva, le nouveau Silva, Mancuso et Piatti. Ça, c'est l'élément partant. Donc, l'ancien Matteo. L'ancien, le même Matteo, toujours le même. Donc, on va commencer tout de suite par l'évaluation du match. Les Saputo d'Or, Tropoutine et Gérard Darfoin. Donc, Saputo d'Or, c'est le meilleur match, c'est le meilleur joueur du match du côté de l'Impact. Tropoutine, le pire joueur du match du côté de l'Impact d'après votre évaluation. Et évidemment, Gérard Darfoin, votre moment loufoque, WTF, marrant, quelque chose qui a attiré votre attention, que ce soit chez vous, sur le terrain, à la télé, dans le bar d'à côté, comme vous voulez, tant que c'est relié un peu au foot et encore mieux au match, sorry bonus, on dit pas non. Bon, Nilton, on va commencer par toi, ton Saputo d'Or, s'il te plaît. Bon, je vais te laisser le plus évident. Tu vas pouvoir faire 30 minutes dessus. Il y a eu plusieurs bons joueurs dans ce match-là. Celui qui a eu plus d'impact sur le résultat, c'est Silva. Silva qui est à l'origine des deux buts, là, la petite passe bien tranquille, il était calme, tu sais, comme les Anglais disent, là, il a nice composure, là, il a été patient pour donner le ballon juste au bon moment à Safir. Le deuxième but, ça part de ses pieds. On voit que Silva, on l'avait peut-être jugé un peu sévèrement parce qu'on s'attendait un peu trop de lui, mais dans un rôle bien précis, il apporte beaucoup d'énergie sur le terrain. Oui, il va avoir son lot de déchets là, à l'attaque, là, on s'entend. Là, on voit qu'une fois qu'il y a le ballon, il lui faut un peu la situation parfaite. Là, mais la journée où on va avoir un avant-centre, c'est 10 centres dans la surface. Il va en avoir un ou deux qui va bien connecter. Il fait partie de l'élément de solution dans un moyen terme. Là, le club va avancer avec lui. Ça sera pas la pièce maîtresse là, du puzzle de Rémi Garde, mais c'est un joueur plus qu'honnête. C'est un joueur qui te rend fier d'avoir dans ton top 14, dans ton alignement. Et je pense que c'est un titulaire à l'Impact, pas le choix, mais surtout parce que je trouve qu'il est assez bon, Nilton. Je pense qu'on était plus dur avec Camacho que Silva. Silva, on était frustré par ses performances bizarres, malgré les qualités qu'on savait qu'il avait en théorie, qu'on avait vues. C'est jouant en division 1 Argentine comme là, le titulaire, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc on s'est dit, on sait qu'il s'est sacrifié pour être le troisième milieu de terrain avant que Krolicki reprenne cette place-là. Donc, il y a ce moment il est très polyvalent. Il peut te donner un travail honnête ailleurs qu'à l'aile droit. C'est ça. Mais je trouve qu'en tant qu'ailier droit, on voit clairement sa valeur ajoutée dans le 4-3-3. Dans le 3 du haut, il est beaucoup plus important. Et je suis d'accord avec toi. Pour Saputo d'Or, il est excellent. Et dans ce match-là, c'est un cœur de Kansas City, même si Orlando et, comment il s'appelle? Orlando ou Colorado c'est des équipes assez faibles. On a même dans le jeu, on est capable de trouver beaucoup plus de Saputo d'Or que l'inverse. Pendant des matchs, on trouvait pas de Saputo d'Or. On se disait, c'est Bush. Pendant les matchs, c'était Bush, au fait. Après, Stéphanie. Après, c'était Bush. Et après, Stéphanie. Donc ça fait plaisir de voir ça. Du côté de mon Saputo d'Or, c'est clairement Safir Taider. Sylvain, c'est un bon choix. On fait différent, Nilton.
Safli Taider, il a fait son match vraiment, même en termes dans le jeu, il a joué mieux que ça dans d'autres matchs, je trouve, dans son jeu. Mais il a fait des meilleurs matchs dans le jeu pour influencer le jeu de l'Impact. Mais contre Colorado, il n'y avait pas besoin d'être aussi fringant que ça. Puis au fait, le fait que Colorado bétonnait tant que ça fait qu'il a pu se libérer et aller plus vers l'avant. Quelque chose que j'ai dit qu'il pouvait faire de temps en temps, pas comme Jim Miley. Donc voilà, Taider avec son doublé, il mérite avec son jeu, avec sa forme physique. Je pense que Robert Duvin a préparé cette équipe pour être prêt physiquement maintenant. On peut avoir cette hypothèse. Peut-être ça a déjà été dit avant, mais je suis pas aux entraînements, j'écoute pas tous les soundbites, donc j'ai l'impression que physiquement ils sont prêts pour commencer la saison maintenant. C'est mon avis. Ça c'est pour Taider comme ça, Plodor assez évident à mon avis. Puis Silva aussi, il est assez évident. Mais beaucoup de joueurs dans ce match, ils méritent un petit cap nod. Je pense on leur lave le chapeau pour la plupart du 11 partant. À part Mankozu, en termes de maladresse, il a été quand même pas mauvais. Mais bon, tu as remarqué que je baisse mes attentes. Donc, ouais, on est rendu vraiment, vraiment, vraiment docile avec lui. Là. Exactement. Du côté Mais il fait pitié. Il fait pitié. Oui, parce que... Il fait pitié parce que plusieurs fois dans le match, il y avait des occasions. Ouais. Et dès qu'il y a un petit doute, c'est terminé. Là, il se met dans une position où il n'y a plus de chance de faire quoi que ce soit avec le ballon. Tu sais, là où toutes les actions où il faut que ça soit le réflexe ou l'instinct du buteur, il l'a plus. Donc, il fait un pas trop, l'angle est un peu plus fermé, la tête est moins assurée. Il est en plein doute. Là. C'est un joueur qui... Tu vois, le langage du corps de Matteo est mauvais. Il a l'air déjà perdu d'avance. Mais il était pire qu'avant. Parce que là, il lâche jamais. Là, il lâche pas du tout. Il est en jambes parce que l'équipe est en jambes. Tu sais, il est dans un contexte des matchs d'avant où il essayait, ça marchait pas. L'équipe était vraiment en mode catastrophe. Donc, je trouve que c'était encore pire. Ouais, mais dans la boîte, c'est la catastrophe parce que tout le reste qu'il fait, il travaille, il fait ses courses, il vient gagner des ballons, tout ça. Dès qu'il se retrouve en money time, dans une situation clutch, c'est fini, il hésite. Non, c'est vrai. Vraiment triste de le voir aller. C'est triste aussi pour nous parce que si on essaie de s'en débarrasser, entre guillemets, et qu'il y a d'autres clubs qui le regardent, c'est foutu. Il y a personne qui veut de Matteo. Là. Personne. Je pense pas que je pense depuis le mois de mai, on peut oublier qu'un autre club va prendre Mankozu, que ce soit à MLS de façon volontaire en tout cas. Je pense pas que c'est le concept à prendre en compte, Milton. Désolé de décevoir par rapport à ça. Ton côté marchand, faudra l'oublier. Mon ami, le bon là, Matteo. Prends-le, mon ami. Oh, carré, prends-le. Oui. Ça. Maman sera pas contente. Ouais, mais c'est un gros mot qui passe, là, comme t'es con. Hein? Comme rumeur à la con. Hein? C'est trop petit de moi aussi, Mankozu. Du côté de Gérard Dafoin. Mais moi, ce qui m'a fait rire pendant le match, là, c'est la sortie de Bolly après 5 minutes à la deuxième demi. L'entraîneur, il a beau lui faire un discours à la mi-temps, il a dit « Fuck it ». Il a rien compris. Il est complètement dominé par Fanny. Ciao, ciao, on le sort. C'est incroyable. Hein? Il y a eu Bolly a eu un parcours de carrière assez bizarre. Hein? Ouais. Il est très jeune, il était bien visé. Il était dans les bons espoirs. Là, il a de la misère à tenir une place dans une des pires équipes de la MLS. Je sais pas c'est quoi son salaire, je peux pas aller voir, là, mais oh là 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 là. Allez, Mankozu Bolly, tout de suite. On switch maintenant. Moi, Gérard Dafoin, c'est l'entraîneur de Colorado qui était tout en infraction de sa zone technique. Il était jamais à l'intérieur de sa ligne. Donc, c'était un moment que j'avais remarqué. Non, mais il était tout le temps. Les meilleurs font ça. Je sais que la ligne de touche, la zone technique des entraîneurs à l'Impact de Montréal est très, très petite. Du moins, la distance entre la largeur du terrain sur le banc, quoi, c'est assez serré. Puis je me dis, bon, il était quasiment 5e arbitre. Voilà tout ce que j'ai à dire. Il était tellement entre les deux bancs qu'on se disait que peut-être il va se convertir. On se dit, OK, cette équipe est pourrie, je vais me convertir maintenant. Un switch avec la 4e arbitre. Mais c'était bien lui, l'entraîneur de Nouvelle-Zélande, je pense. C'était le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Donc, exact, c'est lui. Ça explique des choses. Il y en a une couple, il y en a 2-3 joueurs de la sélection de Nouvelle-Zélande. Ouais, je pense que ça s'appelle la collusion. Ouais. Donc, du côté du public qui ont participé en ligne au Saputo d'Or, Tropotin, Gérard Dafoin, on va lire Marc Baltet, Saputo d'Or Silva, Tropotin, Mankozu, Gérard Dafoin, la formation 5-4-1 du Colorado. Stavrad, son Saputo d'Or Taider, mais Piatti Silva mérite des nods. Tropotin, j'ai pas envie d'en donner. C'est ton choix.
J'ai l'air d'un foin, j'adore Fanny, mais ce nouveau surnom de Flash Papy, je me demande comment Oduro se sent. Flash Papy. Bien joué. Franchisisme, Monsieur Frenchy, Saputo d'or, Ngolo quand Samuel Piet à égalité avec Tyder. Donc Samuel Piet, c'est le Ngolo Kanté québécois. Trop Poutine, Rod Fanny, il est un peu fatigué là. J'ai l'air d'un foin. Duval en première mi-temps qui essaie de faire une virgule. FC Factory, Saputo d'or, Silva. C'est une cheville en le faisant un peu. Silva et Kroloki. Trop Poutine, Stratégie Colorado. Et j'ai l'air d'un foin, Joe Saputo. Ok, j'ai pas le contexte pour ça. Probablement pour le bordel dans la section 131. Michael Forcier, Atmika Force 23, Saplodor, Saphir Tider, bel ajustement en deuxième demi face à l'autobus stationné. Tropotine, Mankozu, incapable d'être au bon endroit. C'est probablement, je pense, ta cousin Hilton que t'as hacké son compte. J'ai l'air d'un foin. Le SPVM qui calme la sécurité en 131. Et un petit dernier pour la route. Quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup. Au hasard, Nicolas Forger, @Nicolas_Forger_, Saputo d'or, le jeu collectif de IMFC, Tropotine, l'entraîneur du Colorado pour son schéma tactique audacieux. J'ai l'air d'un foin. J'ai Newton qui préfère se filmer à la mi-temps que de donner à boire à son fils. C'est un inside? Est-ce qu'on le bloque? Non. Bloque personne. Non, bloque. On a été récompensé après, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Ce qui arrive dans le vestiaire est dans le vestiaire. Donc, merci tout le monde de participer aux évaluations, les hashtags. Évidemment, n'oublie pas de remplir le formulaire d'évaluation officiel pour qu'on puisse compiler toutes les stats pour chaque match pour avoir une compilation d'année et avoir des awards. Donc, vous allez suivre Sid @Solambe, SOLMBY pour trouver le formulaire Google. On l'a retweeté. Suivez-nous pour trouver ce formulaire. On va le refaire juste après l'émission. Hilton, c'est le moment des questions du public. Vox Pop. Tout de suite, la question. Alexis demande, est-ce que Tyder est merveilleux, incroyable ou tout simplement divin? Il est un vrai diablotin de divin. Diablement bon. Pas mal. Hein. Il est divin. Les gens ont été encore plus contents pour toi que pour Tout à fait. Saphir. Tu le sais, hein? C'est incroyable. Regarde, la pitié, c'est pas nécessairement quelque chose de bien, mais je la prends. J'aime ce sentiment de pitié qu'on a envers moi. Non, mais bon, il est pas. Il cherchait des yeux parce que quand j'ai revu le match le lendemain, là, il avait l'air à regarder là, vers la tribune et il est où, Sofiane? Il est où? Non, mais blague à part, honnêtement, il est pas divin. C'est juste un bon joueur. Honnêtement, tout ce qu'il fait de bien ne m'étonne pas. C'est plus la mauvaise passe qu'il a eu. M'inquiétait un peu, mais je l'ai mis dans mon dossier. Ce club est nul, c'est normal. Et je l'avais prédit quand le Tyder, c'est pas un joueur qui va monter ton équipe à 2 niveaux si tes joueurs sont pas capables de faire du mouvement, de jouer un minimum. On voit que physiquement, tactiquement, l'équipe est à l'écoute du coach, puis il y a un déclic. À force de perdre des matchs, tu peux pas en perdre 25 de suite. Tu peux, mais c'est très rare et puis c'est important que l'Impact a pu le faire. Et Tyder, c'est un peu le Tyder qui joue bien, c'est le symptôme d'un club qui va mieux sur le terrain. Notre prédiction de playoff, ça marche plus Newton, peut-être, on verra. C'était la prédiction générale de tout Montréal. On n'était pas très très innovateur avec cette déclaration-là. Exactement. Surtout qu'on nous a on le voit libérer sur le terrain. Hein. Moi, je continue à croire que l'épisode avec la sélection d'Algérie, c'est venu combiner avec la très mauvaise passe avec l'équipe. Oui. Il avait l'air découragé. Tu sais, dans le langage corporel là, sur le terrain, il avait l'air à s'en foutre un peu. Là, il est arrivé le carton rouge. Probablement qu'il y a eu des doutes dans sa tête. Il s'est peut-être vu aussi meilleur qu'il l'est en se disant c'est moi qui vais prendre ce club-là sur mes épaules. Il s'est donné un rôle qu'il est incapable d'assumer. Maintenant, il est plus, pour parler comme en termes de hockey, là, il est sur sa chaise. Il a compris que la chaise à Piatti, elle fitait pas pour lui. Donc là, il reste dans son élément. On le voit, là. Tu sais, ses buts, c'est pas des buts wow, là. Il a été un peu chanceux, là. Le gardien de Colorado a un peu raté. Sur le premier arrêt. Sur le deuxième but, il y a un contrôle, il y a un bon favorable. C'est tant mieux, là. Il y a eu d'autres occasions nettes, puis il les a pas fini. Cette fois-ci, il y a eu 2 demi-occasions, puis il les a mis. C'est bon pour la confiance. Non, c'est vrai. Et puis, il n'y a rien fait de spécial sur le terrain tant que ça. C'est son jeu. C'est la course, c'est les passes simples, c'est les joueurs entre les lignes.
Il revient beaucoup derrière. Il y a eu 2-3 occasions défensives. Il a récupéré le ballon de la bonne façon pendant que les défenseurs étaient débordés. Donc, non, tout à fait. C'est exactement ça. Et puis, je comprends que tout le monde est soulagé pour moi. Moi, je suis plus soulagé pour le football parce que je suis aussi soulagé pour Silva aussi. Parce que Silva, je commençais vraiment à être inquiet. Ouais. Moi, Taïda, ce qui me dérangeait, c'est les faux arguments. Il est DP. Ça veut rien dire, joueur désigné. Il est juste bien payé. Il a un bon agent. Donc, tant mieux pour lui. Et payé comme Silva. Exactement. Silva, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de tag joueur désigné. Alors qu'il fait facilement plus que 800 000. Il n'a pas quitté l'Argentine pour se faire un salaire à la Ken Kroliki. Ça, c'est clair. Donc, c'est plus ça. Puis, le comparaison avec Bernier, avec Jemaili, il faut qu'il marque des buts. Je dis, qu'est-ce qu'on a à foutre? L'important, c'est qu'il y a un impact sur le jeu. Et puis, Rémi Gade l'a ramené pour avoir une influence sur le jeu. Encore une fois, il s'appelle Taider. Ça veut pas dire que je vais être gentil avec lui par défaut. Et c'est très important que les gens comprennent qu'à un moment, je suis capable d'être objectif le plus possible. Et j'ai besoin que tout le monde qui interagit avec nous et qui parle foot sur les hashtags MMC, ce qu'on vous lit, ne pas nécessairement faire des conclusions hâtives. C'est tout ce que je demande, parce que si vous parlez publiquement, attendez-vous qu'on vous lise et qu'on veuille vous répondre publiquement, que ce soit via Twitter, sur des articles, via ce microphone. Donc c'est important, juste montrer un peu plus de jugement au lieu de sauter aux conclusions. Je sais pas, un peu comme Stéphane Demers nous demande justement sur Periscope, puis je l'ai pas vu passer cette info-là, mais est-ce que la famille de Saphir est arrivée dernièrement à Montréal? Est-ce qu'il était non, ils étaient là il y a un bout. Ils sont là depuis un bout, là? Je les ai vus à Ramadan, j'ai vu des vidéos, ils étaient là. Okay. Mais peut-être ils étaient pas là tout le temps, mais non, c'est correct. Sinon, Stéphane nous demande aussi sur Periscope, puisque c'est le mercato à partir de demain, est-ce qu'on pourrait obtenir finalement plus au lieu d'échanger nos indésirables comme Cabrera, échanger un gars comme Jackson Hamel pour obtenir davantage, plus que juste de la marge dans la masse salariale? Je sais pas c'est quoi la valeur d'un Jackson Hamel. C'était ma question. Que vaut Anthony Jackson Hamel? Et Jackson Hamel, c'est un étranger, c'est un spot international. Hors Canada, non? Je pense que oui. Oui. Est-ce qu'il est considéré comme dans la nouvelle vague des gens formés dans l'académie qui comptent pas comme international? Peut-être, mais peut-être ça s'applique seulement à ceux de maintenant. C'est pas rétroactif comme règle. Mais en tout cas, en-delà de son statut résidence green card aux États-Unis ou pas, pour Jackson Hamel, c'est qu'il y a un doute par rapport à sa qualité pour attirer d'autres clubs. Pas nécessairement avec sa qualité, par rapport à sa qualité, par rapport à ce qu'il a montré très peu, parce qu'il joue très peu. Entre blessures et perte de poste face à Mancosu, ce qui est un peu gênant, si j'étais à sa place, et frustrant, surtout pour lui. Je vois pas c'est quoi sa valeur. C'est pas comme le hockey où tu échanges pour échanger. Honnêtement, si tu peux avoir une place internationale pour Jackson Hamel, tant mieux. Tu peux avoir de l'argent, tant mieux. Mais honnêtement, voilà, il faut plus s'attendre à ce que retient ses droits, garde ses droits quand il va vouloir aller ailleurs en Europe, puis c'est tout. C'est rien de l'échanger. L'Impact a d'autres besoins que d'échanger. Ils ont besoin de place internationale, ils ont besoin de flexibilité financière, ils ont besoin de finaliser des transferts. Sinon, le mercato va être assez sombre et sobre. Moi, je vais pas souhaiter de malheur à Matteo, là. C'est pas mon genre. Mais moi, ce que j'espère, c'est si jamais Matteo, parce que physiquement, il y a de la difficulté d'aligner des matchs et des matchs. Si jamais un jour Matteo doit s'absenter pendant quelques semaines, j'espère que ça va coïncider avec une période où Jackson Hamel est en santé. Ouais. Parce que si le coach est obligé de le faire jouer, entre guillemets, Jackson Hamel, comme il a été obligé de faire jouer Chris Duval, je suis convaincu que Rémi Garde pourrait comprendre l'importance d'un Jackson Hamel, pourrait se rendre compte de ses propres yeux de la valeur de Jackson Hamel. Je suis pas en train de dire que Jackson Hamel, c'est un titulaire, un 11 dans toutes les équipes de la MLS, mais ce que je considère, c'est que Rémi Garde a peut-être sous-évalue ce que Jackson Hamel peut faire sur un terrain. Moi, je le vois pas en entraînement. J'ai jamais vu un entraînement de l'équipe. Je fais confiance en 100% à Rémi Garde sur ses décisions en se basant sur l'entraînement. Moi, j'ai vu du Jackson Hamel sur le terrain plus que Rémi Garde, parce que je suis pas sûr qu'il s'est tapé tous les vidéos. Parce que probablement qu'il a jugé que c'était pas important. Bref, on va revenir. Jackson Hamel
dans cette équipe-là, encore contre Colorado, je suis convaincu qu'il y a un but. Oui, je pense que oui. Puis avec les chances que l'Impact a eu, je pense qu'il aurait au moins eu des tirs au but, que ce soit des têtes au but, là, ou des tirs au but. Je pense qu'il l'aurait eu, mais en même temps, on se dit, est-ce qu'il aurait eu la fraîcheur et la forme physique d'être dans les positions dans lesquelles Mancosu se met? Parce que Mancosu, malgré son... Oui, mais on se dit, what if? Non, mais utilisons les mathématiques. Moi, ça me dérange pas qu'on utilise Matteo. Moi, ce qui me dérange, c'est le 60 minutes de Matteo versus le 30 ou 20 minutes de Jackson. Qu'on inverse plus souvent qu'autrement, I'm fine with it. Tu sais. C'est plus ça que je comprends pas. Ben bon, mais honnêtement, les deux, qu'on a déjà eu. Je sais, mais dans le cadre, dans ce que l'Impact a besoin pour hausser son niveau avec ce qui se passe dans le reste de la ligue, je pense que Mancosu et avec Justin Hamel, c'est marginal. On parle de. Ouais, mais les playoffs, des fois, c'est 1 point ou 2 la différence. Voilà, on se fout des playoffs, là. L'Impact doit préparer l'année prochaine et 2020 maintenant. Si tu fais des playoffs, tant mieux, mais à un moment, il faut que tu prépares quelque chose là. Mais de temps en temps, là, pendant le processus, on pourrait avoir du fun un peu aussi, là. Oui, mais Rémi Garde, on dirait qu'on a un semblant de fond de jeu, au moins d'une idée de jeu ou des comédies. Lui, il a des concepts. Il n'y a pas nécessairement une philosophie, il est pas dogmatique, mais plus il a une idée de jeu. Il voit comment elle peut vivre et elle peut évoluer à l'intérieur avec ce qu'il a sous la main. Mais tu sais, il faut penser là. Tu sais, il faut que Silva ça aille plus vite, il faut que Piatti continue, il faut un attaquant, il faut trouver quelqu'un pour remplacer Krolikri pour jouer à son poste, ou que Krolikri s'améliore puis Krolikri s'améliore énormément. Il faut améliorer. Incroyable. Tu trouves pas? Incroyable. Non mais sérieusement, on le voit. Les prises de décision sont meilleures, les prises de risque aussi sont intéressantes, la confiance grandit. Oui. Je suis pas en train de dire qu'il va devenir. Bon, justement, on peut parler un peu de la question de Vincent Constantin qui demande est-ce que le Krolikki est un joueur qui pourrait être avec l'Impact à long terme? Donc, faut définir c'est quoi long terme, là, mais. Disons 3 ans. Ça, c'est oui. Pourquoi pas? Il faut des joueurs comme ça, des jeunes. Tu sais, la fameuse présentation de Joey quand il nous a présenté Rémi Garde et son staff, un des points, c'était le développement de l'académie. Mais faut voir ça plus grand, là. C'est le développement à l'interne des jeunes joueurs, là. L'académie, oui, mais le draft fait partie de cette formation de base de titulaires ou de joueurs de soutien de qualité américains. Oui. Et Krolikki fait partie de ce lot de joueurs qu'il faut absolument avoir dans une équipe gagnante. Il faut en profiter, je suis d'accord. Parce que je trouvais qu'on était trop dur avec Ken Krolikki. C'est un peu le bouc émissaire à la Danilovic. On va parler de Lovic après, je pense. Au moins, ça me tente. C'est un peu par défaut. On se prend un gars, il rentre dedans, il est américain, puis boum. Par hasard, les Lovic et Krolikki sont américains. Mais c'est plus par rapport Krolikki, la critique envers Krolikki était un peu trop dure parce que c'était un jeune qui n'a pas d'expérience, on avait zéro attente envers lui. Je pense que les gens critiquaient plus le club que Krolikki. On est d'accord sur ça. On critiquait le marqueur du club, Ebraz et DeSantis et Garde et Saputo, au lieu de pourquoi blâmer un jeune de 21, 22 ans qui a jamais joué une minute professionnelle avant de s'amener à Montréal. Et puis, je pense qu'il avait un aspect physique dans son jeu, un aspect d'intensité, d'énergie. Puis on a vu une certaine évolution. Puis quand il jouait mal, Rémi Garde ne le mettait pas parce qu'il savait qu'il était en position de difficulté. Puis ça avait rien de mettre en danger son club, son équipe et le joueur juste pour le faire jouer des matchs. Donc il a été bien géré par rapport à ça. Et quand l'Impact est dans une bonne phase, Krolikki fait partie de cette bonne évolution, cette évolution positive, pour ensuite te dire, il est pas si mauvais que ça. C'est pas un numéro 10 là, c'est pas le futur MLS star. Peut-être il va l'être, peut-être on l'évalue mal. Mais de ce qu'il fait sur un terrain, il fait mieux que les autres joueurs qui compétitionnent pour le même poste. Shamit Chom. Honnêtement, Louis Belonguet, je le regrette qu'il est blessé. Ouais, mais honnêtement, ouais. il aurait vraiment eu beaucoup de compétition avec ce que Shamit Chomi et Ken Krolikki donnent sur le terrain. Donc, tant mieux pour le club qui a de la compétition. Et puis, ça donne peut-être une sorte de balise pour les futurs joueurs qui arrivent. Regardez, c'est ça le niveau d'énergie qu'on recherche, le niveau de travail et d'intensité. Donc voilà, moi, Krolikki, c'est un joueur intense, intelligent, intéressant. C'est pas l'appel rare qui s'est caché. C'est un joueur qui a trouvé sa place et que j'espère pendant 3-4 ans, il peut rester là puis se développer. Moi, je le trouve intéressant. Et voilà.
À chaque fois que tu me sors ton... Et voilà, j'ai un 2 secondes de brain freeze. Franz nous demande aucune rumeur à propos d'un 10 entourant le mercato d'été. Jusqu'ici, est-ce que ça vous inquiète? C'est pas parce qu'on n'entend pas parler qu'il n'y a rien. C'est sûr que Rémi Garde a passé une commande à Brass et DeSantis et tout d'un coup, il va y avoir un nom de joueur qui va apparaître. C'est officiel. Le milieu, qui soit offensif pur ou un peu plus créatif que Safir Taider, fait partie du top 2 priorités recrutement du club. C'est sûr. Il faut pas être un génie pour comprendre ça. Non. On n'a pas besoin d'un divin. Non, et ça date de janvier, quand il y avait les rumeurs et même les négociations avancées avec Thibaut Moulin, c'était pour ça. Il y a ce poste-là à combler. Si on s'est retrouvé à avoir toutes les minutes de jeu de Ken Krolicki, c'est parce qu'on n'a pas été capable, jusqu'à maintenant, à trouver ce milieu offensif. Peut-être que la solution va venir de l'interne. Puis quand je dis interne, je parle de la MLS. Parce que là, il va manquer des places internationales. À moins que tous les clubs américains se retrouvent avec 1 ou 2 places de surplus. Mais va falloir probablement se taper un échange à la Eric Alexander comme les dernières années. Un patchage temporaire. Parce que dans MLS, un bon milieu offensif disponible, j'en vois pas beaucoup, là. Non, mais en même temps, mis à part par rapport à la disponibilité, c'est que moi, la disponibilité m'intéresse moins que l'exécution. Moi, disponible, Europe, MLS, débrouille-toi, parce que on sait clairement le besoin de l'Impact. Débrouille-toi à trouver les joueurs. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, que ce soit pour cette année ou l'année prochaine, et il faut que tu signes des joueurs de qualité. Trouve le Sylvain en attaque, un Uruguayen, un Français si c'est Jimmy Briand, mais assure-toi de l'avoir. Parce qu'on en a marre. Moi, je pense que le public, moi, j'ai pas de steak, je m'en fous un peu. Et le public, on a marre d'entendre l'Impact d'après des rumeurs. Quand tu t'avais tes informations par rapport à Jimmy Briand, ben, l'Impact Rushing a payé un montant de transfert, ben bon, là, tu t'élimines 90% des signatures que tu peux faire dans le monde. Beaucoup plus. Ouais, 90%, je suis gentil, exactement. Et le timing est mauvais parce que la fenêtre du mercato à MLS va se fermer avant l'Europe. Donc, les joueurs libres, ils vont tarder avant de dire oui avec un club de la MLS. Tout à fait. Là, il va falloir trouver des occasions parfaites, là. Reproduire le scénario de Marco Di Vaio, une bonne entente avec son club, le laisse partir. Mais tu sais, combien que ça coûte un Jimmy Briand en transfert? Est-ce que ça coûte vraiment 1 million? Tu sais, j'ai entendu des 7 chiffres, des 2 millions. C'est un joueur de 30 ans, passé 1 an de contrat. Il vaut pas tant que ça, là. Honnêtement, je vois pas beaucoup de transferts d'un vétéran comme ça à 1 an de son contrat se faire à 1 million, là. J'en vois pas une tonne. Il faudrait que je fasse un peu plus de recherche. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je comprends que Guingamp soit très, très réticent à laisser aller son capitaine. Il dit, c'est dans leur plan de l'avoir. C'est probablement une petite surprise de voir que Jimmy est déjà prêt à partir à Montréal. Il ne manque que des détails. Au niveau Guingamp, là, on parle. Avec Montréal, tout est déjà réglé, c'est dans la poche, tout est fait. Mais Guingamp doit montrer un peu de j'allais dire de fair play, là, mais il doit comprendre que tu peux pas retenir un joueur comme ça. Non, mais s'il le perd éventuellement, c'est pas grave. Mais la question qu'on se demande, même si c'est 200 000 de transfert, est-ce que l'Impact veut dépenser $1 pour un joueur dans la trentaine qui va être là sur un contrat court terme? Ouais. C'est ça la question. Est-ce que Fanny serait venu s'il coûtait 300 000, 400 000 de transfert? Je ne pense pas. Fanny est libre. Fanny devient la meilleure valeur ajoutée. Je pense qu'en termes de plus-value dans la MLS, c'est le meilleur investissement. En termes d'âge, de ce qui coûte en transfert $0, en salaire, il n'est pas gratuit. Et ce qu'il fait sur le terrain, on se dit, waouh, Fanny, c'est le newcomer de l'année, quoi, quasiment. J'exagère, évidemment. Vas-y, Nathan, vas-y. Mais oui, t'as raison. Mais juste pour faire l'avocat du diable, est-ce que Montréal a vraiment d'autres solutions de qualité, disons, comme Jimmy Briand,
qui va rien coûter. C'est quoi l'alternative? Ah oui, mais l'alternative, c'est le néant, comme d'habitude. L'alternative, c'est le statu quo. Et le statu quo peut juste te faire régresser si t'es en méforme. Si Tyler ne marque pas des buts, si Biet n'est pas parfait, si Silva revient dans son slump, si Fanny n'est pas fort. Donc, il y a toutes ces hypothèses sur un 11 partant, qui a peut-être un 12-13 partant, c'est déjà mieux qu'avant. Mais t'espères comme un Kozuma, et t'espères que Jackson Hamel se blesse pas. Donc, t'es un peu dans le trou. Et ça, on le sait, hein, on dit ça depuis janvier, on se répète, on peut juste repasser la cassette puis l'émission est faite. Mais c'est plus par rapport au mercato, l'Impact, il faut qu'il sorte de sa torpeur de ne pas vouloir mettre d'argent. Oui, surtout s'ils sont convaincus de la qualité du recrutement. Si ça coûte 500 000 dans leur budget de recrutement pour avoir un attaquant de qualité, professionnel, quelqu'un qui correspond aux besoins de l'équipe, pour 2 ans, 2 ans et demi, c'est pas cher payé quand tu regardes que tu payes 700 000 en salaire à un gars que tu voudrais juste te voir partir le plus vite possible. Non, c'est vrai. Je pense pas que ça soit possible là, maintenant dans la MLS de construire avec des contrats libres. C'est utopique, c'est une ancienne façon de faire. Pas qu'il n'y a pas un directeur de scouting à l'Impact. Si tu me dis que tu as un scouting director comme Columbus A, je me dis, OK, Adam Braz, Nick DeSantis, Rémi Garde et Monsieur Fantôme, directeur du scout. OK, dépistage. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Tu peux trouver des bons deals. Le gars fait ça à temps plein, il voyage, il y a des pigistes qui font des scouting pour lui, ils font des petits rapports, patati patata. Mais à part ça, dans l'organigramme de l'Impact, ce rôle n'existe pas. Ce rôle est géré par Bologne. Bologne, le centre de recrutement de Bologne, la cellule de recrutement de Bologne fait aussi un peu de recrutement pour l'Impact. C'est partie de la synergie. Exactement. Et Boldor, c'est ça, Boldor. Oui, il est reparti à Vérone avec Sister Galchenyuk. Mais n'oublie pas, il y aurait d'évolution. On est passé de Pisano, Paponi, c'était pas si dégueulasse que ça. Et c'était pas si bon non plus. Ouais, on a eu Mancuso, puis on a eu Jemaili, ça c'est une cellule de recrutement. Kroll à gauche. Kroll, c'était Frank Lopez. On a eu Tyder. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça, le besoin par rapport à la question c'était Vincent, c'est ça? Ou Alex? Désolé. C'est pas grave, mais on vous aime quand même. C'est que Franz, excuse-moi Franz. Ouais. Il faut qu'ils mettent de l'argent. Et ce qui est important, c'est l'attaque. Il leur faut un attaquant. En défense, on en plein. Ils peuvent en échanger. Diallo, Fischer reviennent. T'as Cabrera comme plan B. Si tu peux pas l'échanger ou t'en débarrasser. Donc, t'es correct. Milieu de terrain, il y a du monde. Tu peux tout en ajouter un autre milieu de terrain si t'as quelque chose de bien qui arrive. Mais il te faut un attaquant pointe. T'as pas le choix. Ils t'en font un. Là, Raheem Andrews a disparu. Il joue plus. Parce qu'ils ont plus besoin de lui. Parce que Silva joue tellement bien. On se dit, il y a un luxe d'avoir un banc intéressant comme ça. Mais il faut un attaquant. C'est pas compliqué. J'invente pas la roue, là. C'est juste pour dire, il faut un attaquant. C'est tout. Tyler va pas marquer des doublés à chaque 3 matchs. Ou que non. Marc Baltaille nous demande, malgré une possession de 70%, nos 2 buts sont venus de contre-attaque. C'est pas un peu inquiétant? Les débuts sont venus de contre-attaque. Je pense que c'est plus de la transition rapide, là. La contre-attaque, c'est vraiment... Je comprends la question de Marc, c'est-à-dire on est là, on est en possession. Il n'y a aucune possession qui a amené un but. Ouais, mais contre Colorado, comment ils jouaient, c'était normal. Que l'Impact et la possession. C'était une ligne de 5 défendue par une ligne de 4. Ouais, ils voulaient pas jouer. Ils ont joué un match à la mi-semaine à Seattle, je pense. Ou même si c'était à Colorado. C'est quand même il y a 3 jours de vol. Il venait de se taper Vancouver. Oui. Vancouver, pardon. Donc, mais qu'est-ce qu'il fasse? Moi, je trouvais que l'Impact avait des joueurs de qualité pour avoir la position du ballon contre une équipe faible. J'aurais été inquiet si c'est Colorado qui avait 60% de la position. J'aurais dit, ouf, il y a un problème. Mais le fait qu'on marque pas de but, on se répète, là, c'est l'efficacité dans la boîte, là. Mais en premier temps, il y avait des chances de marquer. Oui, mais c'est ça. Et l'Impact était pas en contre. Il avait Mancuso 2-3 chances, il avait Lovitz qui s'est incrusté 2 fois du côté gauche. Honnêtement, après le premier temps, c'était la position de balle vers l'avant, construction.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir un Lovitz qui devenait un attaquant, là, il était dans la boîte, là, il s'essayait, il y a Taider qui montait. Tu sais, le fait d'être en possession pendant un bon moment, d'être installé dans la deuxième portion du terrain, ça permettait à Krolicki et à Taider de s'aventurer et de s'installer dans la boîte. Tu sais. Ça créait ils essayaient de créer un peu le surnombre. C'est difficile de créer un surnombre quand il y a 3 défenseurs centraux puis que les 2 latéraux viennent aussi aider. Tu sais, ça demande de la finesse, là, ce que visiblement Matteo n'a plus. Piatti a essayé dribble après dribble, il n'a réussi à peine 2. Ouais. C'est sûr que c'est compliqué. Tu sais, l'Impact de Montréal a connu les mêmes problèmes que d'autres sélections ont eu en Coupe du Monde. Ils peuvent avoir une possession de 60, 65, 70%, mais avoir ce but-là, trouver le bon moment pour faire la passe et être efficace dès cette passe-là, c'est pas évident. C'est pas évident pour des joueurs de si haut niveau. C'est normal que pour l'Impact, c'est compliqué. Non, puis on s'y attendait, mais je trouve que contre Colorado, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Philadelphie, c'était une catastrophe, là, le 2-0. On pensait que Rémi Garde allait se faire virer, c'est fini, Joe Saputo. Philadelphie, on l'avait dit, il faut pas Philadelphie, c'est Impact, pas la Philadelphie. Là, il devrait aller en division 3. Ça arrive. Mais je trouve que c'est positif contre Colorado, c'est une équipe faible et l'Impact a fait la job. Je pense que c'était plus des buts en transition rapide qu'une contre-attaque pure et dure. C'était pas le but du 3-2 de la Belgique contre le Japon, là. Ça, c'est une contre-attaque. Transition rapide, c'est un peu différent, à mon humble avis. Il y a plusieurs questions. C'est un peu à côté du match, mais les 10 premières minutes ont été pas mal concentrées là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui demandent de réagir suite à la situation dans la section juste à côté des Ultras, là, la section 131. Moi, personnellement, je trouve ça difficile à commenter parce que on connaît pas grand-chose. Là. On sait pas trop c'est quoi la situation. Je connais ce qu'on lit. Oui, moi aussi. C'est à peu près tout. Qui se plaint, j'en ai aucune idée. Les gens qui sont debout, je les ai vus debout dans la section 131 à tous les matchs. Pourquoi tout d'un coup ça devient un problème? J'ai aucune idée. Tout ce que je vois, c'est que la gestion de cet événement-là, c'est un peu amateur. On peut pas se permettre de projeter ce genre d'image-là. Tu sais, je veux dire, le club est assez fragile là, dans la communauté, dans le monde sportif. Pourquoi que c'est si compliqué à gérer une situation qui semble assez facile à gérer? Le stade est pas plein. Là. Mais honnêtement, mais au fond, la règle, c'était quoi? C'est que le 131, c'était un standing only, puis ça a été changé récemment, puis les gens, et le club a toléré ça. Je sais même pas, honnêtement. Je sais pas, parce que tout n'est pas dit d'un côté et de l'autre. On sent que les gens sont très mécontents, et c'est normal, parce que quand tu vois la police et la sécurité débarquer pendant un match où il n'y a pas de bordel, ça gosse, hein? On va se le dire. Moi, si quelqu'un de la sécurité vient parce que je suis heureux dans un événement sportif, ça gâche la fête. Ça gâche la fête. Tout ce qu'on entend, c'est des fans qui sont mécontents, puis que le club, oui, ils veulent régler ça probablement à l'interne, pas de voie publique, mais les conséquences sont publiques. Fait que, moi, ma seule suggestion, c'est que le club devrait être un peu plus ouvert au niveau communication. Ouais, parce que quand peu importe la situation, quand tu parles pas, c'est négatif. C'est que du négatif pour toi. Tu te plains que le stade n'est pas plein, tu demandes aux gens de venir. Au minimum, ceux qui viennent, arrange-toi pour qu'ils soient heureux. C'est tout. Non, c'est vrai, puis c'est vraiment un communiqué pour dire, hop, c'est ça qui t'est arrivé, la raison derrière ce qui t'est arrivé, pourquoi on l'a fait, blablabla, et c'est fini. C'est pourquoi j'ai pas d'opinion à donner, parce que je suis pas très clair sur l'événement spécifique, le pourquoi, du comment ils sont venus, avec qui briser, quelles règles, qui communique, puis c'est fini. Mais moi, malheureusement, je comprends que ça gâche la fête, Newton, je comprends ton point, et surtout un club qui a besoin de positivisme autour de lui, mais voilà. C'est ce que je pense. On revient au foot. Matteo Marquez, malgré que le 4-3-3 des derniers matchs fonctionne, l'Impact doit-il laisser de côté le 3-5-2 ou le 3-4-3 contre des adversaires
plus offensifs comme Atlanta, Red Bulls ou justement mercredi prochain, New York City? D'abord, la philosophie de Rémi Garde, c'est vraiment de d'abord bien défendre. Là, changer de formation drastiquement, je pense pas que c'est nécessairement propice, honnêtement. Il faut plus rester sur les bases, bien faire une bonne rotation parce que tu joues contre une équipe faible, San Jose, entre guillemets, équipe faible, samedi prochain, le week-end prochain. Donc, tu dis quel match qui t'intéresse. Perdre contre New York City FC, quelque chose que tu pourrais perdre, mais eux aussi vont jouer leur deuxième match cette semaine. Ou est-ce que tu focuses sur San Jose? Je pense que les Edwards, les Oduro, les Jackson Hamel, les Caveira peut-être pourraient mériter de faire une petite tournée à New York et jouer au Yankee Stadium. Et puis honnêtement, il faut juste que ça tourne un peu. Je pense que Garde va tout faire pour gagner, mais il faut faire des rotations, mais changer de formation drastiquement, je vois pas la valeur ajoutée. Ce club-là n'est pas à ce niveau-là. Il est plus à un niveau de renforcer ce qu'ils ont déjà. L'attitude est là, et l'attitude est la bonne forme. Discipline, tactique, stratégie, puis l'application dans le match. Les fois qu'il utilisait la ligne de 5 derrière, c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre devant. C'était mathématique. Ceux qui étaient en santé, c'était les défenseurs. Donc, par la force des choses, il alignait un 3-4-3 ou un 5-3-2. Je serais pas étonné que dans un match important en play-off, pour une situation donnée, pour aller chercher exactement un résultat précis, il pourrait revenir avec une formation à 5 défenseurs. Il peut parce qu'il y a l'effectif pour. Mais avec un Silva à droite, c'est pas un ailier qui est responsable défensivement. C'est quelqu'un qui travaille très, très, très fort à la récupération du ballon, il à défendre le ballon, il vient aussi au milieu. Ça devient pas un schéma tactique plus dangereux parce que Silva est à droite. Il pourrait même garder un 4-3-3 avec Piatti devant et il le fait quelquefois, utiliser le Lovitz comme ailier. Oui, ça peut se faire. Puis c'est une question, c'est quoi que tu veux accomplir exactement? Que veux-tu accomplir? Est-ce que tu veux vraiment montrer quelque chose d'autre à ton adversaire ou tu veux solidifier ce que tu as déjà en place? Personnellement, le fait que l'Impact n'a pas d'attaquant pointe établi et qui fait peur et qui peut établir un rythme et s'imposer, déjà, tu joues avec un joueur de moins, entre guillemets. Dans le sens, pas un joueur de moins, tu as une arme de moins que la plupart des autres équipes ont. Donc, Colorado, on voit qu'ils n'en ont pas. Donc, on voit la différence d'un club qui est mauvais derrière l'attaquant et qui n'ont pas d'attaquant. Donc, ça fait quelque chose qui marche pas du tout. Et l'Impact, pendant un moment, c'était ça. Mais on savait que le joueur n'était pas si mauvais que ça. Et blablabla, on va pas refaire la saison jusqu'à maintenant. Mais, en allemand, le match de mercredi sera un test. Ça va tester un peu une équipe qui joue plusieurs matchs la semaine, comme toutes les autres qui vont faire de la conférence de l'Est. Et en plus, contre un adversaire qui est bon. C'est un test. Et puis, il faut qu'il passe à travers ça. Maintenant, je pense qu'il faut plus se baser sur les convictions de ce que ce club a, ce que l'effectif de Rémi Garde a et veut imposer, que vraiment commencer à chambouler les choses. Parce que c'est déjà, on a du mal à dépenser de l'argent pour chercher Jimmy Bryant. On va pas commencer à faire des 3-4-3 et des 5-4-1 et espérer par miracle que Jackson Hamel va pas se blesser, que Marcus va marquer des buts. Mais moi, je serais pas étonné de le voir utiliser mettons contre Atlanta, où c'est au minimum 3 attaquants hyper dangereux. Oui. Je serais pas étonné de voir, dans une situation parfaite là, pour l'Impact de Montréal, tout le monde est en santé, voir une ligne de 3 avec Diallo, Mancuso, Gamacho et Fanny. Oui. Je serais pas étonné là, avec un Lovitz ou un Oraitala à gauche, et Duval à droite, c'est quelque chose de béton derrière dans une situation précise où on veut prendre le minimum de buts. Contre New York City, là, mercredi, David Villa est même pas là. C'est une équipe, c'est un bloc équipe. C'est pas nécessairement des stars, un peu comme à Atlanta où il faut couper les élans offensifs de joueurs précis. Là, ça va être New York aussi joue en 4-2-3-1. Fait que c'est schéma contre schéma, c'est quasiment du poste pour poste. Donc, c'est logique de revenir avec le même schéma, mais comme tu as dit, amener un peu plus de jambes fraîches dans la mesure du possible, parce que là, il faut commencer déjà à gérer les matchs aux 3 jours. Ouais. Est-ce que Rémi Garde a déjà en tête la défaite de New York, là, sans être trop pessimiste, là, mais se dire, aller chercher un point, ça serait déjà très, très bon. Je veux pas gaspiller des minutes de jeu inutilement
à New York City qui ne perd jamais à domicile et préserver ces joueurs-là pour les prochains matchs. Mais le minimum syndical, c'est que les joueurs qui vont rentrer, qui sont des joueurs de rotation, ce que Rémi Garde va rechercher, c'est la même intensité qui s'attend des titulaires, la même application, le même tout, quoi. Et s'il voit que même si ça te bordélique en termes de jeu, parce qu'ils ont très peu joué ensemble, je crois quand même qu'il y aura quand même 6-7 titulaires minimum. En fait, est-ce que Clément Diop va jouer ou... Qui? Clément Diop, est-ce qu'il va jouer ou quoi? C'est qui, lui? Le gardien. C'est bien, tu réponds à ma question en plus. Je me demande, est-ce que Bosch, il joue tout le temps? Je suis bien, mais à un moment, faut pas le reposer un peu. En tout cas, je sais que c'est un gardien, ils ont pas les mêmes requis, là, que au niveau des champ. Oui, vas-y. Il y a pas un joueur de l'Impact de Montréal qu'on peut blâmer son manque d'intensité sur le terrain, là. Moi, personnellement, il y en avait un qui me dérangeait beaucoup, mais c'est le seul. Il n'y a pas un autre joueur qu'on peut dire, ouais, il se traîne les pieds un peu. Il y en a pas un. Edwards travaillait mal. Ouais, mais on parle intensité. C'est vrai, ouais. Edwards, même si c'était pas toujours beau, ça s'est amélioré, mais il a toujours couru. Il a jamais, tu sais, oui, il y avait des fois un langage corporel un peu nonchalant quand il perdait des balles, mais ça s'est beaucoup corrigé. C'est vrai. Mais c'est pas un problème, là. Duval a toujours couru. Ça n'a pas toujours été beau, mais il a toujours couru. Mais peut-être que c'est le temps de Petrasso, là. C'est sa fête, en plus. En plus, c'est le moment. Allez, next. Borat. Salut, Borat. James Simonov. Trouvez-vous lors de ces 4 victoires que Montréal a évolué dans sa façon de jouer ou ce sont encore des victoires à l'Impact de Montréal des dernières années? Dans le fond, est-ce que c'est des victoires par défaut ou des situations parfaites ou c'est des victoires construites par l'Impact de Montréal? Ben, je pense, ils sont construits. Tu peux pas ignorer Orlando et Colorado sont mauvais, mais ils l'ont fait quand même, il faut le faire. Puis la victoire contre Casey était importante. C'était un sorte de point, on va espérer que c'est un point tournant de la saison, mais c'est pas contre n'importe qui. Donc, on a vu les mêmes principes. Donc, je trouve que c'est construit parce qu'on avait les mêmes principes. Une défense solide, qui est capable de jouer haut et bas en même temps, un milieu de terrain qui contrôle le ballon. Je trouve que ça fait le travail. Moi, je trouve qu'ils suivent les mêmes concepts et les mêmes, comment dire, le même script. Quand je le dis, il y a une idée derrière. On voit une continuité de façon positive. Donc, pourquoi pas? Mais je pense pas que c'est un one-time. Ça coïncide à jouer contre adversaire faible, mais je trouve que il y a une constance. Moi, ce que je me souviens des fois des victoires puis qu'on essayait de calmer un peu les ardeurs des gens, c'était une chance qu'on l'a marqué dans telle situation parce qu'autrement, il y avait rien d'autre puis on a gagné 1-0. Là, cette fois-ci, c'est différent. On s'en crée des occasions. On peut pas croire qu'on a manqué autant d'occasions où on a eu des buts, on a finalement gagné, mais avec le fond de jeu et avec des meilleurs éléments dans des situations précises, c'est pas 2-0 qu'on aurait pu battre. 2-1, pardon, qu'on aurait pu battre Colorado. Ce match-là, on aurait dû déjà avoir 2, 3, 4 buts faciles avant que Colorado marque son but. Donc, moi, c'est ça qui est encourageant. J'aime comment que l'équipe ait construit son jeu. J'aime l'idée de Jimmy Briand, je la comprends. Le rêve de Ben Arfa, je le comprends aussi. Je comprends aussi que c'est pratiquement impossible. Mais ce club-là peut, avec tous les joueurs en place en santé, 2-3 joueurs, 2-3 bons recrutements efficaces, ça devient une équipe intéressante en play-off. Tout à fait. Pas une équipe championne, mais une équipe intéressante qui peut, dans des situations précises, avec un bon temps, avec du succès, dans certains matchs, avoir une belle run, là. Je suis d'accord, je te rejoins. J'ai rien à rajouter par rapport à ça, c'était parfait parce que ils sont à quelques jours d'être bons, pas nécessairement constants et Atlanta et Toronto comme l'an dernier. On ne sera jamais comme ça. On sera jamais comme ça, mais jouer avec tes armes, mais c'était tellement mauvais comme mercato qu'on peut pas faire pire, sauf le statu quo. Donc, voilà. Veux-tu qu'on parle de Bernard Arfa? Il y a quelques questions là-dessus. OK. Non? Ah, si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, à la limite, si on avait un budget limité, c'est quoi la nécessité d'avoir un gars comme lui sur le terrain parce qu'on n'a pas, on a besoin d'un attaquant et pas nécessairement
Puis c'est pas nécessairement un 10. Je te garantis que s'il va sur le banc, on va pas se plaindre avec Ben Arfa à droite, là. Je pense pas que c'est la fin du monde. Mais Si on tu est peux d'accord. upgrader Silva avec Ben Arfa, je dis pourquoi pas. Mais on est d'accord que si la tempête parfaite se produit et qu'un Ben Arfa décide de venir à Montréal, ça peut transformer l'équipe. Oui, en termes de jeu, visibilité, j'ai toujours dit que c'est un C- en termes de visibilité marketing, là. Parce que il va ramener la visibilité s'il n'aime pas quand ça gagne des matchs, puis il marque des buts, là, des goals of the week à chaque semaine, là, puis des actions, ça c'est clair. Mais c'est pas du marketing fringant tant que ça, là, mais je suis d'accord. Mais il y a le potentiel d'allumer le feu sur le terrain, là. On s'entend, oui, là. il est là pour ça. C'est un joueur qui fait pour mettre le bordel sur le terrain de façon positive, vraiment allumer le feu, comme tu as dit. C'est son travail. Et puis l'impact ne peut pas dire à ce genre de non à ce genre de joueur si ce joueur veut venir à Montréal. Oui, et puis c'est logique. Oui, les gens trouvent que c'est irréaliste, mais tu sais, si on regarde ça de façon froide, là, oui, il y a des liens avec le staff lyonnais de Montréal. Oui, ils se sont peut-être renseignés. Probablement que ça a du sens de faire une offre de contrat préliminaire, tu sais, démontrer le sérieux de leur intérêt, dire regarde, tu sais, même pas besoin de se rendre jusqu'à Ben Arfa, mais juste avec ses représentants, dire regarde, nous on serait intéressés, voici ce qu'on peut t'offrir. Regarde maintenant, va magasiner un autre club, regarde qu'est-ce qu'on t'offre, pas juste en conditions salariales, mais en conditions de jeu. Il sort de 12 mois avec 0 minutes. On sait pas c'est quoi son intérêt, tu sais, je veux dire, quand Drogba est arrivé à Montréal, il aurait pu signer avec n'importe quel autre club ailleurs pour plus d'argent et probablement pour un projet plus intéressant que l'Impact de Montréal. S'il est venu en MLS, c'est parce qu'il voulait l'expérience MLS et il a décidé qu'elle allait le faire en français à Montréal. On a été payé. Est-ce que c'est totalement impossible que ça arrive à Ben Arfa? Non, c'est pas impossible. Est-ce que les chances sont faibles, on est d'accord. Mais impossible, c'est exagéré, là. Impossible. Impossible is nothing, Nilton. Mais en plus, il y a quelques cases qui sont cochées, là. Tu sais, Rémi Garde, c'est une grosse case, là. Non, mais je suis d'accord. Ça peut être intéressant. Donc, tu sais, c'est pas impossible. C'est pas fou, mais il faut quand même avoir des plans viables, à part Ben Arfa. Ouais. Non, il faut pas que ce soit son plan A, là. Parce qu'on est d'accord que Drogba est tombé du ciel. Sinon, parce que la saison de l'Impact est finie, elle a été finie, là. S'il venait pas, pas juste du ciel. Il aurait dû faire, tu sais, le derrière chaque victoire, là, il aurait dû faire derrière un coup de téléphone. Ça devait être spectaculaire. T'imagines, là, la personne qui a annoncé ça, je sais pas qui a annoncé à Joey ou Joey a annoncé ça à qui, ils ont dû tellement rire, là. C'était juste spectaculaire. Mais bon. J'ai ri. Oui, j'ai ri. Docteur Foot nous demande, ce groupe qui manquait de talent et qui perdait en début de saison s'est transformé en équipe qui gagne. Bon, qui gagne. Qui a gagné 4 matchs. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? L'attitude. Oh non, God. Non, vraiment, c'est l'exécution. Moi, je l'avais dit. Ton attitude est pas folle. Ouais. Mais si ça change par la confiance. Ouais, c'est ça. On est allé chercher un peu de confiance avec avec les clubs où ils pouvaient aller chercher de la confiance. Exactement. Ils ont exécuté quand il fallait le faire. Ils ont eu un peu de malchance, entre guillemets. Je sais que t'aimes pas sur Hilton, mais ils auraient pu avoir quelques rebonds favorables. Je sais que les rebonds favorables, il faut que tu l'écris par toi-même. Mais ils auraient pu. Et si on voit les matchs contre Atlanta, comme Minnesota, on se dit what if, un petit match nul, une petite victoire là, puis on n'aurait pas été Oui, dans plusieurs défaites, on disait souvent dans les podcasts, on n'était pas si mauvais. Ouais, et puis les gens étaient frustrés. Les gars, pourquoi vous êtes énervés? Ils sont pas si mauvais que ça, juste qu'ils ont perdu 6 de suite, 7 de suite, 8 de suite, 9 de suite. Là, on comprend la frustration, mais c'était pas si mauvais que ça, mais on savait les points faibles, clairement, et les manques. Mercato, pas Mercato, etc. Puis tout ce qui manquait, c'est l'exécution, nouveau groupe, nouveaux joueurs. Quand ça perd, personne n'est content dans le vestiaire. Rémi Gard fait des engueulades, le vestiaire, il était un peu contre lui, il était pas content. Puis voilà, dès que tu crois au message et que tu te reposes un peu, puis que Joe Saputo ne parle pas à la radio, c'est bon, c'est parfait. Mais la grosse différence, ça part de la présence de Rod Fanny.
Parce que lui, ce qui amène sur le terrain, là, il n'y a pas juste les ballons gagnés, mais la façon qu'il gagne les ballons, c'est propre et c'est déjà en mode possession de ballon. Ouais, il va vers l'avant direct, ouais. Oui, et puis il y a aucun geste précipité. Encore là, oui, le Colorado était en mode béton, le parc de Boston, puis donc il n'y avait aucun pressing, ça aide, mais il a juste manqué 3 passes. Il n'y a pas de déchets. Il est là pour gagner le ballon et pour attaquer proprement, pas pour balancer devant. Tu sais. Donc, on le voit beaucoup, beaucoup parler avec ses joueurs autour de lui. Là. En défensive, c'est lui le patron. La journée qu'il va se blesser, qui va redevenir le patron de cette portion du terrain? C'est compliqué, puis on l'a vu. Non, mais on va clairement paniquer. On va clairement paniquer. Et en clairement paniquer. Là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Tant il y a aussi longtemps que Fanny est sur le terrain, ce club-là règle un gros problème. Mais il faut le gérer. S'il vous plaît, gérez-le. Là. Il n'est pas obligé de jouer contre New York. Il n'est pas obligé de jouer contre New York. Je pense qu'il va le faire. Ouais. Mais il n'est pas obligé. En tout cas, faites ce que vous voulez. Et mettez-les pas à droite, s'il vous plaît. Ne le faites pas courir pour rien. Gardez ces jambes-là fraîches. Exactement. Faut que Merci, Dr. Foot, pour la question. On parle encore de Krolicki, le potentiel de Krolicki. Krolicki, là, dans le fond, il pourrait devenir ce que au départ, on voulait que Warner soit. Un gars qui... s'il peut devenir un plus Colin Warner, ça serait pas mal. Ouais, il fait bien la navette box-to-box militaire. Il le fait bien et puis il est confiant. Faut juste pas trop dépendre de lui, pour dire il va tout faire. Faut juste laisse le faire dans son cadre. Là, faut pas trop le surjouer là ou le surplacer, mais je pense qu'il va être correct. Une petite dernière question. La dernière question. This is the final minute. Il y a beaucoup de commentaires qu'on a déjà fait le tour, pas mal des gens qui... Tiens, on va parler un peu de... The green card? Oh God, la green card. Joseph Martinez vient d'avoir une green card. C'est incroyable. Ça fait 18 mois. Tous les joueurs qui sont là depuis 18 mois, c'est automatique. Mais j'ai vu un article, ça coûte pas si cher que ça, hein. Les clubs se sont spécialisés dans l'obtention de la green card. Il y a un fast track qui existe. Oui. Il y a une façon de remplir le formulaire. C'est aussi niaiseux que ça, là. Ça coûte à peu près $3,000 pour avoir. Non, c'est complètement ridicule. Mais oui, ça va devenir un enjeu. On est convaincu que les clubs canadiens ont déjà passé leur message. J'espère. Mais ultimement, ça peut être bon aussi pour l'Impact. Si tout le monde a des places en surplus, le prix va baisser. C'est une demi-saison. C'est pas vrai que les prix vont monter. Là. Les prix vont baisser. On espère que les prix vont baisser, mais on espère que les clubs vont vouloir aider le club. Parce qu'ils se disent, il faut que tu vises des clubs qui sont derniers. Ils disent, nous, on a besoin d'argent. Donne-moi 50 000, je suis content. Donne-moi 75 000, je suis content. Ouais. Mais d'autres clubs vont pas vouloir t'aider nécessairement en termes de compétition. Si New England n'a pas voulu échanger l'Inuit dans l'Est, un autre club ne va pas donner des places internationales. Mais ils sont bornés. Ils avaient plus pour Lee Nguyen, puis on préfère. Et pourquoi je veux donner une place internationale à toi, mon compétiteur dans l'Est, pour que tu ailles chercher Jimmy Bryant ou whoever? Tu sais, ouais, mais je vois mal San Jose refuser, là. C'est vrai, ils ont besoin d'argent. Ça coûte cher de vivre dans la baie de San Jose. C'est cher. Il y a un bel attaquant à San Jose. Hein? Américain? Ou Wando? Non. Wando. Wando, bah. Il ne voudra jamais. C'est un Mancosu américain, il est pas bon, il est pourri. OK. Non, je blague. C'est un très bon attaquant de pointe old school. Lui, dans les années 90, là, c'est une star. Bon, c'est déjà pas mal. Année après année, il les marque ses buts. Ah, il est constant. Lui et Salinas, j'aime beaucoup. Les droits. Il arrête pas de courir. Je sais pas comment il fait là, mais là, il est vers la fin. Mais depuis que je suis la MLS, il est constant. Ouais, c'est ça. Bon, pour terminer, tes prédictions pour mardi. Mardi, match nul. Mercredi, match nul, pardon. Puis samedi, défaite. Il faut un peu de drame, un peu. Maintenant, on est long des équipes. Ils vont faire match nul contre New York City, c'est ça? Non, excuse-moi, je parlais de... Ah oui, ça se fait. Défaite? Tu as parlé de défaite? Non, tu parlais de l'Impact défaite samedi? Oui, contre San Jose. Oh, come on, man.
Ah, mais tu veux une... Non, moi, je te parlais la Coupe du Monde. La moi, je dis... Ce que je pense qu'il va arriver, c'est Belgique-Angleterre en finale. Ce que je veux qu'il arrive, c'est France-Angleterre. C'est bon, hein, ce qui se passe en Angleterre. Ils ont Quand on y pense, OK? Ils ont pété un plomb. Il y a 2 ans, c'était le bordel au mois de septembre. Avec Allardyce qui se fait prendre par le journal. Tu te souviens de cette histoire? Ouais, il se prend de l'argent, c'est ça? Ouais, il se prenait de l'argent pour du recrutement un peu louche. Ouais, mais lui, il était louche, lui. Ouais. Je pense qu'à Blackburn, il avait déjà des idées louches là, quand il était coach à Blackburn. Ouais. Déjà, exact. Et quand il avait été choisi pour la sélection, les gens auraient préféré 1000 fois que ce soit Bilic. Il était à West Ham à ce moment-là. Ouais, il était à West Ham, ouais. Ça cartonnait son truc, hein. C'était du beau foot. Là, aujourd'hui, à Allardyce, je sais pas, il est probablement sur une plage avec Coco Cognac. Il est pas coach à Everton ou ils l'ont déjà viré? Je sais plus. Je pense qu'il est parti à Everton. Sinon, Bilic, il commande la World Cup à la télévision. À la BBC, il a été nommé le meilleur, il avait la meilleure note. Il est dans le top 3 de tous les commentateurs BBC, ITV, tout ça, là. C'est lui qui a les meilleures notes. Ils finissent par mettre Southgate par défaut à la tête de cette sélection-là. Avec peu d'expérience, et il a complètement transformé cette sélection. Hein. C'est fou, hein? Il a tout compris, là. Il a compris tout le côté noir de cette sélection. Tu sais, il a engagé des psychologues pour travailler le mental. À la fin de... Mais c'est fou! C'est fou, hein? C'est fou ce qu'il a fait. À la fin de chaque séance d'entraînement, il y avait une simulation de tir de pénalité avec les joueurs sur la ligne du milieu. Il simulait la marche. Tout, là. Il l'a connu. C'est en quelle année qu'il a connu? En 96, à l'Euro, je pense. Contre l'Allemagne, il rate son pénalty. C'est lui-même qui avait dit, quand je suis allé rater le pénal, c'était la première fois que je tirais un pénal, dans le fond, là. Ouais, de sa vie. C'est incompréhensible. Ce qu'il fait, là, avec l'Angleterre, c'est un chapeau, hein, franchement. C'est ça, un sélectionneur va pas nécessairement révolutionner tactiquement, là. Les joueurs, ils savent ce qu'ils font. Si c'est un sélectionneur qui a une idée en place, qu'il le fasse. C'est gérer un peu le jeu, puis gérer l'intensité et gérer le mental. Et puis, t'assurer que... Oui. Ouais, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que une sélection comme l'Angleterre a pas besoin d'un technicien si fort. Tu sais, c'est plus le mental. Là. Tu sais, c'est pas la même chose que, mettons, la sélection de l'Iran qui va chercher Queiroz pour bâtir un plan précis. Tout à fait. C'est pas de ça que l'Angleterre a besoin. Là. Et on dit pas que Southgate et son staff, c'est des deux de pique, là. Juste que c'est pas Capello, c'est pas Guardiola. T'as pas besoin d'avoir ça nécessairement pour une sélection. Et je pense que tu prends ça en compte. Lui, il fait des bonnes choses. Il met les bons joueurs. Il a pris des bonnes chimies. Il a pas pris un gardien fini en Joe Hart. Il a pris Pickford. C'était un choix important. Les gars, il a utilisé le même 3-4-3 de Man City entre guillemets là, si on veut. Kyle Walker, il a continué à l'utiliser comme latéral défenseur, surtout comme défenseur. Trippier, il est excellent. Et tu sais, il s'est basé sur un sorte de core Tottenham Hotspurs et ça marche bien. Même si Dele Alli n'est pas wow. Lui et Kane, ça se trouve quand même. Sterling, même s'il est brouillon, puis il est chiant, puis pas nécessairement, il finit mal, il est important. Lingard, c'est pas wow, mais quand il est hot, il est intouchable, mais quand il est pas, on le voit pas. Tu sais, on se dit, tu sais, il est un peu têtu dans certains choix, mais ça marche pour lui. Puis tant mieux. Du moment qu'ils sont en quart de finale, je dis ok, ils ont battu Colombie en penalty, c'est bon les gars, le reste c'est du bonus. Ouais. Le reste du bonus. Mais là, il faut pas être triste si vous partez contre la Croatie, parce que la Croatie sont forts là. Faut pas dire on aurait pu gagner. Oui, vous auriez pu gagner. Un 3 demi-finale, ça fait mal. C'est vrai. Mais j'ai peur qu'ils soient rendus fatigués. La Croatie, ça fait plusieurs minutes. Il y a Mandzukic qui sur le côté, il joue sur le côté encore là. C'est intéressant, mais ça sera un bon défi là. La France-Belgique, c'est le match qui a l'air d'être excitant. Je pense qu'ils vont un peu s'observer là, mais je sais pas. C'est deux équipes qui vraiment, moi je sais pas ce que ça va donner. Parce que la France sont solides, ils vont être sérieux, ils vont bétonner s'il le faut. La Belgique, honnêtement, t'as littéralement 3 ballons d'or potentiels plus Lukaku. Lukaku, il est pas loin d'être ballon d'or potentiel dans pas longtemps. Je parle de Courtois, de Bruyne et Hazard. Ouais. C'est du niveau ballon d'or, ça. Donc, je suis content pour Lukaku parce qu'il y a eu une saison compliquée avec les partisans de Man U. Hein. Il a fallu que Mourinho le défende plusieurs fois. Exactement. C'est amélioré drastiquement.
Oui, puis il comprend son rôle. Là. Il Tout à fait. comprend qu'il est pas là. Peut-être, il y a le défaut de son physique. Tout le monde le compare à des gars comme Drogba, puis il voit en lui un buteur de 20-25 buts. Mais il n'a pas la même pas technique son là. style. Il est beaucoup Exactement. plus technique qu'on pense et c'est surtout amélioré. Oui. Le Lukaku de Chelsea là, avec les cheveux longs et les dreads, c'était très différent là de celui qui a fait un peu le tour pour revenir en Angleterre à Man United. C'est très très différent. Puis honnêtement, il est très important, il est bon. Puis Martinez là, l'entraîneur de la Belgique, lui il est très pragmatique. Il change de joueur, il essaie avec Carrasco, ça marche. C'est ça. Mais ça, il change Carrasco, il met Chadli, ça marche bien, il continue avec. C'est pas mal, c'est un risque. Et j'aime ce genre de sélectionneur qui se dit, c'est quoi, je vais prendre ce qui marche et je continue avec. Un peu comme Southgate, mais Southgate, il insiste à ne pas faire Rashford titulaire au moins une fois. Il est quand même jeune. Et peut-être il a besoin de lui en fin de match, quand lui il est frais, puis les autres défenseurs adverses ont les jambes lourdes. Mais moi je dis Belgique-Angleterre, ce qui va arriver, je voudrais voir France-Angleterre. Parce que la France, je trouve, c'est la meilleure équipe des quatre. En termes de collectif. Individuel, je pense que les trois autres nations peuvent avoir des choses en des arguments contre la France en termes de joueurs individuels, je trouve, parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais voilà. On est d'accord que c'est le premier vrai test de la France, même s'ils ont joué l'Argentine. Oui, c'est leur gros test, là. C'est le gros test, mais je pense que ça les arrange que ce soit la Belgique. Mais la Belgique, il y a une certaine folie folle. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent défendre aussi bien qu'ils l'ont fait contre le Brésil? Tant mieux, mais je pense pas que la France va les bombarder comme le Brésil l'a fait. J'ai un doute par rapport à ça. Je pense pas que Kanté va se faire aspirer et se faire prendre par des contres. C'est à voir maintenant. On sait ce que les coachs vont faire. Là. C'est demi-finale, il n'y a pas de surprise. Même l'écart. On sait ce que tout le monde va faire. C'est question qui va faire l'erreur en premier. C'est mon humble avis. En tout cas, Laurent Simon doit trouver ça difficile cette année. C'est dommage qu'il est vraiment être sur le banc, ça, il aurait été content. Là, c'est une expérience incroyable. Là. C'est l'expérience ultime pour tout professionnel. Là, ça aurait fait 3 compétitions internationales de suite pour lui. Ça aurait été bien. Ouais. Bon, sur ce, merci tout le monde de nous avoir écoutés en direct sur le périscope du Cannes Football Club @CannesFootClub sur Twitter. Et merci pour tout le monde qui nous écoute sur podcast, sur les plateformes de base de diffusion. Vous le trouvez sous les mots-clés Cannes Football Club Plus, soundcloud.com/Cannes Football Club pour trouver la page SoundCloud. Et pour le reste, je répète, Cannes Football Club Plus. Merci encore à la Fort du Malte pour être le sponsor du CCPP, 100% Cannes FC, 100% Poutine du soccer. Et merci encore à notamment Jam Industries qui nous aide aussi avec l'équipement technologique pour aujourd'hui, nos 2 jolis microphones. Merci encore à nos patrons, patreon.com/Cannes Football Club qui nous supportent financièrement pour continuer à faire du contenu, à développer, à essayer d'autres choses et vraiment on essaie. Donc merci beaucoup. Et merci encore à tous ceux qui interagissent avec nous sur les réseaux sociaux, qui nous lisent les articles sur cannesfootballclub.com, qui commentent sur la page Facebook, qui lisent notre Instagram, qui interagissent avec les balles photos, etc., etc. Merci encore. Dilton? Yep. Bonne soirée, Carayo. J'ai jamais entendu autant ce mot-là. Je suis mal poli. Ma vie. Merci encore. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Hein. Allez, ciao.